Vous avez fait une apparition audacieuse dans notre petit Mélo. Aurais-je trop embrouillé le scénario? Ça a du bon un coup de théâtre de temps en temps. Monsieur? Bond. James Bond. Si vous êtes amateur de films d'action, vous avez sûrement reconnu l'agent 007 dans Skyfall, réalisé par Sam Mendes. Et il y a une autre scène emblématique du film que vous connaissez peut-être. Alors que l'espion britannique fait l'objet d'une évaluation de compétences, il doit se soumettre à un test psychologique. Dites le premier mot qui vous vient à l'esprit. Par exemple, si je vous dis journée, vous direz... Vous y êtes. Je vois. Tirer. Pistolet. Agent. Provocateur. Femme. Provocatrice. Cœur. Cible. Il s'agit précisément du test d'association de mots établi par le psychiatre suisse Carl Jung au milieu du XXe siècle. Le thérapeute énonce une liste de mots à voix haute et l'interlocuteur y répond avec le premier terme qui lui vient à l'esprit. Le temps et le type de réaction seraient des indicateurs de ces conflits inconscients et le moindre lapsus peut alors s'avérer révélateur. À première vue, tout ça pourrait ressembler à un jeu. Pourtant, cette technique, dont la fiabilité scientifique n'a pas été démontrée, a déjà été utilisée par le passé dans certaines affaires judiciaires. Et les répercussions sont considérables, comme vous allez l'entendre dans ce 3e épisode de notre série, la psychanalyse sur le divan. On dit souvent qu'en venant voir un psy, le patient a déjà fait la moitié du chemin. Une métaphore n'a pas un sens littéral. Vous êtes victime d'une hallucination. C'est devenu une obsession. Parce que j'ai tout lu Freud. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille Stéphanie Benz, rédactrice en chef adjointe Sciences et Santé, et Alexis Da Silva, qui collabore régulièrement avec l'Express. Bienvenue à tous les deux. Bonjour Charlotte. Bonjour Charlotte. Dans l'épisode précédent, on a évoqué plusieurs grands principes de la psychanalyse, mais Stéphanie, il y en a un majeur dont on n'a pas encore parlé, c'est le complexe d'Oedipe. Oui, tout à fait, c'est l'un des concepts freudiens les plus célèbres. Le complexe d'Oedipe est inspiré directement du drame de Sophocle, Oedipe roi. Il met en scène Oedipe, coupable à la fois de parricide et d'inceste, car il a, sans le savoir, tué son père et épousé sa mère. Freud s'appuie sur cette tragédie grecque pour expliquer sa thèse. D'après lui, chaque enfant cherche à entretenir un rapport amoureux avec le parent du sexe opposé et souhaite éliminer le parent du même sexe, considéré comme un rival. Mais ces théories, jamais démontrées et souvent mal interprétées, peuvent avoir des conséquences désastreuses. Des conséquences désastreuses dans quel cas ? Pour les enfants notamment. Au sein de l'aide sociale à l'enfance, de nombreux travailleurs sociaux se réfèrent encore aux concepts psychanalytiques comme le complexe d'Oedipe. Dans les affaires d'inceste, cela a abouti à une minimisation de la violence de l'adulte avec l'idée qu'au fond, il y aurait chez l'enfant un fantasme de coucher avec son parent. On a aussi souvent des mères qui se voient reprocher le trouble autistique de leur enfant et dont la garde leur est retirée. À chaque fois, le schéma est le même. Les parents sont confrontés à des professionnels qui ne sont pas formés à la prise en charge des troubles du neurodéveloppement, comme l'autisme par exemple. Mais en quoi la psychanalyse joue un rôle dans le diagnostic de l'autisme ? Alors en fait, elle ne devrait pas jouer de rôle dans le diagnostic de l'autisme, justement. Selon les théories popularisées par le psychanalyste controversé Bruno Bettelheim, l'autisme serait dû aux interactions entre les mères et leurs enfants. On parle même de mère réfrigérateur. C'est l'idée selon laquelle, quand une mère serait trop distante avec son enfant, trop froide, ce dernier développerait un syndrome autistique. Une théorie totalement infondée scientifiquement, bien évidemment. Aujourd'hui, de nombreuses études ont démontré l'importance de la génétique dans l'apparition des troubles du neurodéveloppement et de l'autisme en particulier. En 2012, la Haute Autorité de Santé a écarté l'usage des approches psychanalytiques pour la prise en charge de l'autisme en raison d'une absence de données sur leur efficacité. Pourtant, dans des services hospitaliers ou dans les CMPP, ces centres qui sont chargés de l'accueil des enfants et des adolescents qui présentent des troubles du neurodéveloppement, la psychanalyse est encore parfois pratiquée. Et justement, à propos de l'autisme, Charlotte, est-ce que tu as déjà entendu parler du packing ? Packing comme emballage en anglais. Oui, c'est un soi-disant traitement défendu par les pédopsychiatres d'obédience psychanalytique Pierre Delion et Bernard Gols, qui sont aujourd'hui retraités mais qui restent encore influents. Cela consiste à envelopper le patient, l'enfant en l'occurrence, dans des linges humides et souvent froids. Ce type de traitement peut provoquer une souffrance intense et il a été désavoué par la Haute Autorité de Santé et interdit dans les centres médico-sociaux par une circulaire ministérielle de 2016. La Haute Autorité de Santé considère que c'est une mise en danger de la santé et de la sécurité des patients.
En 2018, Pierre de Lion et ses collaborateurs ont pourtant publié une étude pour démontrer son efficacité. Mais l'absence de groupe contrôle avec des enfants qui n'ont pas subi de packing ne permet en réalité pas de conclure à un quelconque effet thérapeutique. S'il n'y a pas d'effet thérapeutique démontré de ces techniques, alors comment ça se fait, Alexis, qu'elles soient encore pratiquées ? En fait, l'un des gros problèmes, c'est que la psychanalyse, elle n'est pas encadrée en France. Aujourd'hui, comme on l'a expliqué dans cette série, n'importe qui peut se proclamer psychanalyste, aucun diplôme n'est requis, contrairement aux psychiatres et psychologues. Et surtout, la psychanalyse, elle est très présente à l'université, en particulier dans les formations de psychologues cliniciens ou d'éducateurs spécialisés. En 2018, Joël Swensen, qui est un ancien professeur de psychologie clinique au CNRS, avait établi que sur 26 universités françaises chargées de la formation des psychologues cliniciens, la moitié dispensait une formation psychanalytique substantielle et 9 proposaient une approche exclusivement psychanalytique. En 2023, de mon côté, moi j'avais aussi enquêté pour l'Express sur l'enseignement de cette discipline à la fac. Et ce qui m'avait frappé, c'est que dans une dizaine d'universités au moins, les thérapies cognitivo-comportementales, qui sont des thérapies qui sont très efficaces dans le traitement de nombreux troubles et qui sont surtout prouvées scientifiquement, eh bien ces thérapies, elles n'étaient absolument pas abordées parce que en fait, les professeurs, qui étaient souvent eux-mêmes psychanalystes, considéraient que seule leur discipline, la psychanalyse, était tout simplement la seule réponse possible pour traiter ces troubles. Un manque d'encadrement dès la formation sur les bancs de l'université, mais vous allez l'entendre, chers auditeurs, ce n'est pas le seul endroit où le contrôle de la psychanalyse fait défaut. Alors si Monique Olivier a de nouveau reconnu son implication, vous le savez, dans l'enlèvement, le meurtre d'Estelle Mouzin lors de ce procès. Monique Olivier ne dit pas grand-chose sur les crimes eux-mêmes, sur le détail de ceux-ci, sur l'horreur de ceux-ci. La fin du procès de Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret, qui a été condamnée à la perpétuité une nouvelle fois. Cette affaire, vous en avez forcément entendu parler. Monique Olivier a été condamnée le 19 décembre 2023 à la perpétuité pour complicité dans les meurtres commis par son ex-mari, Michel Fourniret. Mais Stéphanie, lors de son procès, l'évaluation du QI de Monique Olivier a fait l'objet de nombreux débats. Tout à fait. Les premiers experts belges ont établi en 2004 que son QI était de 95, avant que d'autres experts, cette fois français, lui attribuent en 2005 une intelligence largement supérieure à la moyenne. Il la fixait à 131. Mais cette seconde analyse française a par la suite été vivement critiquée, car réalisée avec un test de QI, la WISE, périmée depuis 16 ans. Alors la WISE, c'est la Wechsler Adult Intelligence Scale. Grosso modo, donc c'est le test de référence pour mesurer les QI et ça consiste en une série d'exercices, à la fois de compréhension verbale et de logique. On va par exemple demander à la personne testée de répéter une série de chiffres qu'on lui a préalablement exposé à l'envers. Donc voilà, c'est plein de petits exercices ludiques. Et à la fin, on va établir un score. Et ce score va permettre de déterminer si oui ou non la personne est surdouée. J'imagine que si vous m'en parlez, c'est que ça a un rapport avec la psychanalyse. Tout à fait, parce que le test en question, dans le cas donc de Monique Olivier, il a été réalisé par un psychanalyste. Celle-ci a aussi été expertisée par d'autres outils, dont le test de Rorschach. Ce dernier a été créé par le psychiatre et psychanalyste Hermann Rorschach, un partisan des théories freudiennes. Tu sais, c'est ce test des taches d'encre que l'on voit souvent dans les films et les séries. Oui, je vois très bien, le patient doit décrire les images ou les formes qu'il reconnaît dans ces taches d'encre. Exactement. En fait, le thérapeute, il va présenter des planches de taches symétriques, dont la moitié présente des couleurs. Sauf que le problème, c'est que quand on regarde les études sur le sujet, on se rend compte que ce test, en fait, il est tout simplement pas fiable. Au contraire, les experts qui vont l'utiliser, ils vont souvent avoir tendance à surpathologiser, surdiagnostiquer leurs patients. Et le résultat, c'est que des experts judiciaires vont donner des éléments de personnalité erronés sur l'accusé, ce qui peut être déterminant pour le verdict du juge. Je reviens sur Monique Olivier. Si on dit qu'elle est surdouée, en fait, la thèse de la manipulatrice, elle est parfaitement conforme avec l'image que l'opinion s'en fait, même si cela repose sur aucune preuve scientifique. Et à quel point la psychanalyse, elle est présente dans nos tribunaux ? Alors, en France, parmi les 134 professionnels de la Compagnie nationale des experts psychologues, la CNEPSI, qui travaille avec donc la justice, 28% se réfèrent à la psychanalyse.
Et si ces théories, elles sont aussi présentes, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'une part parce que dans les universités françaises, eh bien, elles sont toujours largement enseignées par les professeurs, mais c'est aussi parce qu'en fait, il n'y a pas de régulation. Les candidatures pour s'inscrire sur les listes des experts judiciaires, elles sont simplement évaluées par un collège de magistrats et non par les pairs. Et puis, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ces magistrats, ils ne sont pas forcément compétents pour vérifier qu'un psychologue a une pratique rigoureuse et conforme à la science. Et donc, souvent, ils vont prendre pour argent comptant ce que les experts judiciaires vont dire lors de ces affaires. Et même les techniques appliquées par ces experts, elles ne sont pas contrôlées ? Non, et c'est ça le problème. En France, les experts psychologues, ils sont toujours libres de leur méthodologie. Ils n'ont pas besoin de justifier des concepts qu'ils mobilisent. Ça, c'est vraiment une spécificité française parce que dans d'autres pays comme les États-Unis, par exemple, les experts, ils sont dans l'obligation de démontrer la fiabilité scientifique des théories employées. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est qu'ils doivent répondre à des questions très simples. Est-ce qu'elles ont été testées dans des conditions réelles ? Est-ce qu'il y a déjà eu des publications dans des revues scientifiques relues par les pairs ? Et lorsque les experts utilisent des tests, les experts américains, ils doivent aussi indiquer une marge d'erreur. Bref, c'est très contrôlé, contrairement à la France, où les experts ont une plus large autonomie. Et les premières victimes de ça, ce seront toujours les patients. Tant qu'il n'y aura pas de transparence et de surveillance sur le travail des psychanalystes, il y aura encore des controverses. Ces explications étaient signées Stéphanie Benz, rédactrice en chef adjointe Sciences et Santé, et Alexis Da Silva, journaliste pour l'Express. Merci à tous les deux. Merci Charlotte. On se retrouve demain pour le dernier épisode de cette série consacrée à l'héritage de Freud. Et après toutes les explications qu'on vous a données sur les dérives de la psychanalyse, on va maintenant s'intéresser à la réponse des praticiens. Pour ne pas rater la conclusion de ces 4 podcasts, vous connaissez la méthode. Il suffit de suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Castbox, Spotify ou Podmust. Les enquêtes de nos journalistes scientifiques sont à lire sur l'express.fr. La psychanalyse sur le divan est une série écrite et montée par Léa Bertrand et réalisée par Jules Cros.